Bonjour. Alors, nous, notre SAS, c'était la SAE-8, sortie dans l'espace. La mise en contexte, c'est des réacteurs placés au dos de la combinaison d'un astronaute et contrôlés à partir de deux manettes lui permettent de se déplacer dans l'espace pour effectuer des réparations à la Station spatiale internationale. À la suite d'un bris d'équipement, les déplacements possibles sont limités à certaines orientations, qu'on peut voir ici. L'astronaute pense pouvoir effectuer les réparations malgré tout. Pour y parvenir, elle doit programmer la longueur en mètres du déplacement engendré pour chaque manipulation de base des manettes d'après les renseignements suivants. Donc ici, on a un tableau avec les manipulations, puis chacune de leur orientation. Ici, on a les 6 manipulations de base que peut effectuer la manette. Chacune a une orientation différente, puis on leur a donné un nom avec une lettre pour les identifier. Donc, le déplacement A, c'est un déplacement de 180 degrés vers la gauche. Le déplacement B, c'est de 0 degrés vers la droite. Le C, ça serait un déplacement de 135 degrés vers le nord-ouest. Le D, un déplacement de 297 degrés vers le sud-est. Le E, un déplacement de 90 degrés vers le haut. Puis finalement, le F, un déplacement de 270 degrés vers le bas. Dans un plan cartésien qu'on a ici, on a l'emplacement de chaque point de réparation. Puis dans un tableau à côté, on a toutes les coordonnées de ces points de réparation-là à faire. Puis aussi, on nous précisait que de la position finale au sas de sortie, après les séries de manipulations à faire, donc le trajet final que l'astronaute va avoir fait, il faut qu'il y ait moins de 25 cm. Donc, les 3 séries de manipulations que l'astronaute doit faire, c'est du sas au panneau solaire, qui est BBBEE. Ensuite, il y a le panneau solaire au module Zvezda, qui est AAAEF. Puis finalement, il y a du module Zvezda au sas de sortie, qui est ABCFDD. Au final, on va devoir déterminer la longueur du déplacement que l'astronaute doit programmer pour chacune des manipulations de base des manettes. Bon, ben ici, on a représenté toutes les manipulations sur un graphique. Donc, ici, il y a le déplacement 1 qui est du point S au point P. Donc, les coordonnées du point S, c'est 50,32, puis du point P, c'est 92,68. Puis, dans le fond, pour ce déplacement-là, on a effectué 3 mouvements B qui étaient à 0 degré, puis 2 mouvements E qui étaient à 90 degrés. Donc, pour le déplacement 1, le déplacement en x va être égal à delta x de 1, qui va être égal à 3 fois le vecteur b. Donc, dans le fond, pour le trouver, on peut faire la coordonnée en x de p moins la coordonnée en x de s. Donc, dans le fond, ici, c'est 92 moins 50, qui va être égal à 42. On peut faire la même chose pour le déplacement en y, donc qui va être égal à delta y1, qui va être équivalent à 2 fois le vecteur e. Donc, le y de P, il va être égal à 68 moins 32, qui va être égal à 36. Étant donné que les mouvements sont seulement verticaux et horizontaux, on peut diviser le delta x et le delta y par le nombre de fois qu'on a fait le vecteur. Donc, dans le fond, pour le delta x, on peut faire 42 divisé par 3, qui va nous donner directement la norme du vecteur b, qui va être de 14. Et on peut faire la même chose pour le delta y. Donc, dans le fond, ça va être 36 divisé par 2, qui va être égal à 18. Donc, ici, on peut voir que la norme du vecteur b est de 14, puis la norme du vecteur e est de 18. Donc, pour le deuxième déplacement, ça va être du point P au point Z. Donc, dans le fond, c'est le déplacement en rouge ici. Donc, on va effectuer 3 fois le vecteur A, une fois le vecteur E, puis une fois le vecteur F. Donc, on peut tout de suite trouver le déplacement en x du déplacement 2, qui va être delta x2, qui va être équivalent à 3 fois le vecteur A. Donc, pour ce faire, il faut faire la coordonnée en x de P moins la coordonnée en x de Z, donc 92 moins 55, qui va être égal à 37. Donc, comme pour le déplacement 1, on peut diviser le déplacement total par le nombre de fois qu'on a effectué le vecteur A. Donc, 37 divisé par 3, qui va être égal à 12 et 1 tiers. Donc, pour trouver le vecteur E et le vecteur F, il va nous falloir nos nouvelles coordonnées. Donc, dans le fond, qui va être équivalente au point P, plus nos 3 déplacements A. Donc, dans le fond, on veut aller du point P, qui était de 92,68, jusqu'au point Z, qui est de 55,74. Puisqu'on a seulement effectué des mouvements horizontaux,
ça va être le même x que le point Z, donc 55. Et ça va être le même y que le point P, donc 68. Donc les nouvelles coordonnées après les 3 déplacements de A, ça va être 55, 68. Donc ici, on a déjà trouvé notre norme de notre vecteur E à cause du déplacement 1, qui était de 18. Donc ces coordonnées vont être de 0, 18, puisque c'était à 90 degrés. Donc on peut faire notre point qu'on avait trouvé juste ici, plus notre 0, 18, qui était les coordonnées du point E, qui va donner 55, 86. Donc ça, c'est après nos 3 déplacements de A, puis notre déplacement de E. Donc, pour trouver F, on a besoin de notre point final du déplacement 2, qui est Z, donc 55, 74, puis notre point qu'on a trouvé juste ici, donc 55, 86. Donc là, on va soustraire notre point final moins le point qu'on a trouvé. Donc, ça va faire moins 12, donc, ou un déplacement de 12 à 270 degrés. Puis, puisque c'est complètement vertical, la norme du point F va être de 12 mètres. Donc, à l'aide du déplacement 1 et 2, on a pu trouver la norme de A qui était de 12,1 mètres, la norme de B qui est de 14 mètres, la norme de C qu'on cherche encore, la norme de D qu'on cherche encore aussi, la norme de E qui est de 18 mètres et la norme de F qui est de 12 mètres. Donc, si on peut voir la série du déplacement 3, la série de manipulation, qui est A, B, C, F, D, D. Étant donné qu'on a deux inconnus qui sont C et D, on va isoler les inconnus d'un côté et isoler les A, B, F de l'autre côté pour simplifier la manipulation. Donc ici, on va changer ça ici comme ça, ce qui va faire A, B, F, C, D et D. Donc pour isoler ici notre vecteur C et nos deux vecteurs D, il va falloir additionner au point Z le vecteur A, le vecteur B et le vecteur F pour avoir de nouvelles coordonnées. Donc ici, pour faire l'addition, il va falloir trouver les composantes de A, de B et de F parce qu'on a juste la norme. Donc il va falloir trouver des composantes pour les additionner. Donc ici, on a trouvé les trois composantes des trois vecteurs. Donc pour montrer un exemple, la composante en X, on fait la norme fois le cos de l'angle, donc qui est 12,1 fois cos de 180. Donc la composante en X de A est de moins 12,1. Donc on fait la même chose pour toutes les composantes, ce qui va nous donner la composante de A. Les composantes de A, c'est moins 12,1, 0. Composante de B, 14, 0. Et composante de F, 0, moins 12. OK. Donc ici, comme on peut voir, j'ai remplacé les vecteurs par leurs composantes. Donc ça, c'est les composantes de A, composantes de B et composantes de F, qui vont, toute l'addition va nous donner une nouvelle coordonnée. Donc ici, après avoir fait l'addition, ça nous donne les nouvelles coordonnées, qui est 56 et 2 tiers, 62. Ça, c'est les coordonnées après avoir fait les vecteurs A, B et F. Donc pour les besoins de la cause, on va l'appeler le point H. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, du point H au point S, il va y avoir un déplacement de C et deux déplacements de D. Donc, on va trouver le vecteur résultant du point H au point S. Donc, on va prendre les coordonnées du point H pour les coordonnées aussi du point S, ce qui nous donne un vecteur résultant de moins 6 et 2 tiers, moins 30, ce qui équivaut encore une fois à C et 2D. Donc, pour additionner nos vecteurs C et D, on va devoir trouver leurs composantes parce qu'on ne les a pas. Mais la seule chose qu'on a des deux vecteurs, c'est leurs angles. Donc, on peut trouver leurs composantes, mais on va garder quand même la norme de C et la norme de D en évidence parce qu'on ne la sait pas. Donc, on va faire ici la même chose que tantôt pour trouver les composantes. Donc, C va donner norme de C fois cos de 135 et norme de C fois sin de 135, puis D va donner norme de D fois cos de 297 et norme de D fois sin de 297. Donc ici, le vecteur qu'on venait de trouver, on va l'appeler vecteur J. Donc ici, on va faire l'addition de nos vecteurs. Donc on peut voir qu'il y a un vecteur C et deux vecteurs D qui donnent le vecteur J. Donc la manipulation C plus 2 fois la manipulation D va égaler à vecteur J. Donc on peut remplacer par les composantes qu'on vient juste de trouver. Donc, pour simplifier le calcul, donc l'équation, on va juste remplacer la norme de C et la norme de D par seulement C et D. Donc, on va procéder à l'addition. Mais par exemple, étant donné qu'on a deux inconnus qui sont C et D, on ne peut pas vraiment continuer là. Il va falloir faire deux inconnus. Donc, quand il y a deux inconnus, on fait deux équations. Donc, on va faire une équation en X et une équation en Y pour isoler une des deux normes.
Ici, on peut voir que j'ai fait deux équations, donc une en x et une en y, étant donné qu'on a deux inconnus. Donc ici, on peut voir que l'équation en x, c'est c cos de 135 moins 2 fois d cos de 297 est égal à moins 6 et 2 tiers, ici qui est notre delta x du vecteur j. Et en y, c'est c sin de 135 plus 2 fois d sin de 297 nous donne le delta y du vecteur j. Donc à partir de maintenant, on peut faire une comparaison, une substitution ou une réduction. Donc nous, on va faire une comparaison. Donc on va ici réduire pour trouver c de chaque côté. Donc ici, on peut voir qu'on a fait l'équation, on a isolé, et ensuite on a isolé c. La même chose pour le grec, donc on a isolé c aussi des deux côtés. Et ensuite, on va procéder à la comparaison. Donc ici, mes deux équations qui donnaient c, je les ai mis égales à cause qu'on faisait une comparaison. Donc ici, on peut voir qu'on a deux fractions. Donc on peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc ça nous donne deux multiplications ici égales. Donc ensuite, quand on réduit, je n'expliquerai pas tout, mais on peut réduire comme ça. Parce que c'est assez complexe, mais si on met en réserve des chiffres sur la calculatrice, en fait, à la fin, ça nous donne la norme de D est égale à 41,95. Donc à partir de là, quand on a trouvé celle-là, ce chiffre-là, on peut le remplacer dans une des deux équations de départ ici. Donc soit l'équation x ou l'équation y. Moi, j'ai choisi l'équation en y. Donc si ensuite on remplace dans le bas ici comme ça, donc on remplace d par 41,95. Donc si on fait l'équation, donc ensuite quand on isole c, ça nous donne c est égal à 63,3. Donc la norme de c est égale à 63,3. Alors, pour conclure notre essai 8, il fallait déterminer la position finale de l'astronaute après tout son trajet. Donc, étant donné que la norme des vecteurs c et d sont un nombre à virgule, on a arrondi. Puis ça implique que la position finale de l'astronaute ne sera pas exactement sur le sens de sortie. Et puis, comme on l'avait précisé plus tôt dans la mise en situation, la distance maximale entre ces deux points est de 25 cm. Alors, la première étape qu'on va faire avant tout, ça va être additionner le vecteur A au vecteur B, au vecteur C, au vecteur F, puis finalement au double du vecteur D. Puis ça va nous donner le vecteur I. Puis dans le fond, le vecteur I, c'est juste un nom qu'on a donné pour le vecteur partant de Z. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ça c'est la dernière manipulation que l'astronaute fait. Pour poursuivre, on va déterminer c'est quoi les composantes du vecteur C et D. Alors, pour déterminer c'est quoi le déplacement x du vecteur C, on fait la norme de C fois cos de l'orientation. Ensuite, on fait c de x est égal à 63,3 fois cos de 135. Et ça me donnait que c de x vaut moins 44,76. Ensuite, on veut déterminer le déplacement vertical du vecteur c. Donc, c de y est égal, encore une fois, la norme de c fois sin de l'orientation. Donc, c de y est égal à 63,3 fois sin de 135. Et finalement, c de y est égal à 44,76. Puis si on résume le tout, on peut savoir que les composantes du vecteur c sont moins 44,76 et 44,76. Alors, on va effectuer exactement la même étape avec le vecteur d. Donc, le déplacement horizontal de d, ça serait la norme du vecteur d fois cos de son orientation. Alors, non, en fait, si ça serait pas 63,3, ça serait 41,95 fois cos de 297. Donc, d de x est égal à 19,4. Ensuite, on ferait la même étape pour déterminer le déplacement vertical. Donc, d de y est égal à la norme du vecteur d fois sin de son orientation, qui donne 41,95 fois sin de 297. Et puis, on trouve la valeur de dy qui est moins 37,38. Donc, les composantes du vecteur d, c'est exactement 19,4 moins 37,38.
Pour terminer la résolution de la position finale de l'astronaute, on va faire la somme de justement tous les vecteurs comme qu'on disait au début. Donc le vecteur A qui vaut moins 12 et 1 tiers 0 plus le vecteur B qui est 14, 0 plus le vecteur C qui est moins 44,76, 44,76 comme qu'on l'avait trouvé justement précédemment. Ensuite, on a le vecteur F qui vaut 0, moins 12. Et puis, finalement, notre vecteur D qu'on vient tout juste de trouver, donc 19,4 et moins 37,38. Et ça, c'est dans le fond 2 fois. Puis ça va être égal au vecteur I. En additionnant toutes les composantes ici, on trouve que le vecteur I vaut moins 5,1, moins 42. Après ça, une fois qu'on a toutes ces données-là, on peut déterminer la position finale de l'astronaute en faisant Z plus I. Donc Z, c'est le point Z, qui est justement le modulus VESDA. Donc la position finale serait de l'addition de ça, qui est 55,74, plus moins 5,1, moins 42, qui nous donne une position finale qui équivaut à 49,9932. Donc ça serait notre position finale, qu'on va nommer PF. Ensuite, on doit trouver la distance entre la position finale et le sens de sortie. Rappelons que le sens de sortie, ses coordonnées, c'est 50, 32. Fait que pour trouver cette distance-là, c'est assez simple. On a fait ce calcul-là souvent. Donc, distance, position finale et sens de sortie est égale à la racine carrée de x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Donc la distance position finale sens de sortie est égale à la racine carrée de 50 moins 49,99 à la 2 plus 32 moins 32 à la 2 qui nous donne une distance de 0,01 mètre, donc de 1 cm. Ensuite, pour répondre à notre question finale, on peut savoir que l'astronaute ne va jamais dépasser 25 cm entre le sens de sortie et sa position finale. Donc, pour bien conclure le problème, on va répondre à la question finale qui est de déterminer la longueur du déplacement que l'astronaute doit programmer pour chaque manipulation de base des manettes. Donc, la manipulation A, il faut qu'elle soit de 12 et 1 tiers mètres. La manipulation B, de 14 mètres. La manipulation C, de 63,3 mètres. La manipulation D, de 41,95 mètres. La manipulation E, de 18 mètres. Et finalement, la manipulation F, de 12 mètres.